Mesdames et messieurs, les prises de balles de Jude Bellingham, c'est du Zidane, j'ai rien à dire de plus. Carrément, vous savez quoi, regardez. J'enlève mon micro, je le pose, et je vous souhaite une bonne journée. Alors, oui. Je vous dis au revoir, mesdames et messieurs. Il était exceptionnel. Bonjour à tous les amis, c'est Los Madridistas, on y est, c'est le lendemain de ce Manchester City-Real Madrid. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Real Madrid l'a fait. Première équipe à gagner à l'Etihad Stadium depuis un bon bout de temps, 27 matchs consécutifs en Ligue des Champions, que City n'avait pas perdu à l'Etihad. Le Real l'a fait, le Real verra les demi. On est avec Titi. Titi, comment vas-tu? Ah bah écoute, comment ça pourrait pas aller? Franchement, c'est un match incroyable, vraiment compliqué. Et il y a pas mal de choses à dire. C'est sûr, le Real n'a pas forcément eu beaucoup de ballons. Le Real n'a pas forcément fait son meilleur match en tant que tel. Mais du point de vue émotionnel, je pense qu'on a tous vibré quand on est supporter du Real Madrid hier. Le Real a fait ce qu'il fallait faire pour battre Manchester City. Et il a plutôt très bien fait parce que, comme je l'ai dit en intro, City n'avait pas perdu à l'Etihad depuis 5 ans, il me semble, en Ligue des Champions. 6 ans, pardon. Ouais. Donc vraiment, le Real a fait un exploit monumental, en plus sur un match retour. En plus, en n'ayant aucun avantage du match aller. Ouais. Ce que nous fait le Real Madrid, c'est vraiment une performance exceptionnelle. Je pense qu'il faut dire les choses, c'est vraiment exceptionnel ce que nous a fait ce Real-là. Et bon, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Bon, Titi, toi, ton ressentiment général vis-à-vis de ce match-là, c'est quoi? Mon sentiment général, c'est que on a un Real Madrid la plupart des gens ne pensaient pas qu'ils étaient capables de le faire. Mais depuis la fin du match aller, je trouve que les joueurs partaient déjà dans une mentalité qu'ils étaient capables, ils se sentaient capables de pouvoir aller chercher cette qualification. Certes, c'est une qualification, on va dire, au forceps sur les pénaltys, mais surtout ce que je retiens, c'est le mental. C'est sûr, on m'a rien lâché. Et c'est le mental et quand même de la tactique, parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui peuvent reprocher le Real Madrid de ne pas avoir produit le jeu dont on attendait d'eux, mais sauf que le Real Madrid s'est battu avec ses forces, je trouve, avec ses forces, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, vis-à-vis de, t'as beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, t'as pas de neuf, t'as beaucoup de trucs comme ça et tout, et je trouve que le Real Madrid c'est surtout au mental et après à la tactique, qui a fait qu'on a pu se qualifier. Clairement, puis on se souvient qu'en début de saison, quand même, Karim Benzema est parti, Thibaut Courtois, Militao, à la base, sont des cadres du Real qui sont absents finalement cette saison. C'était donc une année de transition, initialement, pour la plupart des supporters madriennes et même pour la direction du Real. Finalement, le Real est en demi-finale de Ligue des Champions en étant invaincu en LDC, en ayant joué quand même Manchester City, et en se qualifiant contre cette même équipe qui est quand même championne d'Europe. Déjà, en Liga, tu es premier, tu as 8 points d'avance. T'as un classico décisif dimanche, on en parlera un petit peu plus tard. T'as battu quand même Leipzig aussi. Bon, c'est pas une équipe top européenne, mais c'est quand même une très bonne équipe, Leipzig. Ouais. T'as gagné la Supercoupe d'Espagne. Vraiment, le Real, pour une saison de transition, fait une saison exceptionnelle. Et tu fais un sans faute en poule. Hein. Et tu fais un sans faute en poule. Le Real, cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même 10 matchs. C'est 8 victoires, 2 matchs nuls. C'est exceptionnel quand on sait les difficultés qu'ont pu avoir Carlo Ancelotti cette saison. En plus, du point de vue individuel, tous les joueurs ont été au niveau. On sait que, t'en parlais un petit peu, t'avais des doutes notamment sur Nacho. Ouais. Nacho aujourd'hui il nous fait un match qui est quand même relativement très bon. Il transforme son penalty en plus, même si c'est pas un fait de match exceptionnel, fallait quand même le transformer. Et puis bon, il avait quand même Erling Haaland en face de lui. Il a réussi entre guillemets le pocket. Tous les duels au sol, Erling Haaland il a pas vu le jour. Il s'est fait tuer par Nacho. Dans les duels aériens, le Norvégien a pris le dessus, mais c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Il y avait un déficit de taille pour Nacho. Donc voilà, mais vraiment, je suis très content de l'équipe. Ils ont tout donné. Tu le vois, Carvajal qui finit avec des crampes, Vini qui est mort, Rodrigo pareil. Tous les joueurs à la fin du match étaient complètement oxy. Ils ont tout donné pour les cuissons. Ouais. Que demander de plus, et la qualif au bout, vraiment c'est parfait. Pour le coup, personne n'a triché. Sur ce match-là, tout le monde a fait les efforts qu'il fallait. Chose que moi je reprochais souvent à certains joueurs qui ne faisaient pas les efforts, qui trichaient beaucoup, qui conservaient leur énergie. Là, on l'a pas vu. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Valverde, Nacho, Ferland Mendy, enfin Carvajal, tout le monde
tout le monde a fait les efforts qu'il fallait faire. Les gars, une stat complètement hors norme. Jude Bellingham, il a 15,2 km parcourus hier. C'est énorme. Fede Valverde, ça dépend, les sources sont pas totalement sûres. Il est au-dessus de 15, c'est sûr. Mais d'après une source, il a plus de 16,3 km parcourus. C'est colossal. C'est n'importe quoi. J'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur faire 16 km sur un match, honnêtement. Enfin, sur un match de ce niveau-là. J'ai pas souvenir de voir un joueur faire autant de kilomètres. De toute façon, on connaît Valverde, on sait que c'est un joueur qui a un abattage technique immense. Quand on avait fait la preview de la confrontation, j'en avais parlé un petit peu du fait que Valverde, justement, dans l'impact physique qu'allait mettre City, c'était le joueur clé pour contrer cela. 16 km, il m'a pas fait mentir. Donc vraiment, il n'y a pas eu de triche hier, même quand tu vois quand Brahim rentre, Brahim il se donne la fond. Rodrigo a fait un travail monstrueux en défense. Même Vini s'y est mis aussi. Beaucoup. Vini s'y est beaucoup mis, beaucoup de pressing. Jude pareil. Non, vraiment, on peut vraiment être très content de l'énergie qu'a pu mettre le Real dans ce match-là. Parce que même si on a beaucoup défendu, faut se dire que défendre comme ça contre Manchester City, ça coûte une énergie folle. C'est plus facile de garder le ballon, limite, que de défendre comme ça, sur le point de vue énergétique. Voilà. Ouais, clairement. On va commencer à discuter d'un homme. Ce match, elle est au tir au but. On sait que dans les tirs au but, il y a forcément un sauveur, entre guillemets, enfin un héros et un malheureux. Le héros côté madrilène, il est ukrainien. Andriy Lunin, qui était beaucoup décrié après le match aller. Je pense qu'il a enterré les démons de ce match aller avec 2 pénaltys arrêtés. Et surtout un match exceptionnel, 31 tirs concédés par le Real Madrid. Un but concédé où il peut vraiment rien faire, il s'est fusillé à 2 mètres de lui. Mais quel match encore de Lunin. Et est-ce que là aujourd'hui Lunin est en train de s'imposer potentiellement pour la suite comme le gardien du Real Madrid pour l'après Courtois? Alors potentiellement je sais pas, parce qu'on ne sait pas ce que la direction veut faire de lui. Alors on sait qu'ils veulent le prolonger, mais la réalité c'est qu'ils veulent le faire prolonger pour qu'il reste gardien numéro 1 et après Courtois, numéro 2 excuse-moi, et après Courtois, est-ce qu'ils vont recruter un gardien plus fort que lui ou ils vont lui laisser les clés entre guillemets des cages, tu vois, à défendre? Je sais pas. Mais par contre, il y a une chose où je suis sûr, c'est que cette année, Courtois a eu les croisés, on a recruté Kepa, et Lunin a sauté Kepa. Il a montré par A plus B qu'il fallait lui faire confiance et qu'il était capable. Et il a travaillé pour, vraiment. Et je suis archi content parce que moi, malgré quelques petits défauts que je peux lui reprocher, mais c'est même pas des défauts en soi, parce que c'est pas de sa faute, le mec. Il est grand, mais il n'est pas encore, il n'est pas assez grand de taille encore pour être gardien comme Courtois, comme Donnarumma et tout. Mais en tout cas, le mec joue avec ses qualités et franchement, il fait le taf. Alors certes, le match aller, il prend 3 buts. Vas-y, tu dis purée, vas-y. Bon, le premier, c'est de sa faute, il y a pas de problème. Mais les deux, il n'y peut pas grand-chose. Pour moi, je le dédouane de ce but-là. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, regarde, il prend des frappes de n'importe où, tout ça et tout. Le mec est toujours là. Le mec est exceptionnel et donc pour moi, Lunin a été monstrueux. Et de toute façon, si tu veux gagner avec des champions, il te faut un très grand gardien. C'est sûr. Et là, il a montré qu'en tout cas, peut-être c'est pas le meilleur gardien du monde, tu vois, mais c'est un joueur qui peut discuter ce poste-là de meilleur gardien du monde parmi des Ter Stegen, des Courtois, des Donnarumma et plein d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je vais être dans ton sens. Déjà, je trouve que Lunin a une capacité à casser le pressing adverse qui est monstrueuse. Sur sa qualité de passe. Ouais, il a une qualité. Non mais j'en parlais déjà dans le space d'avant-match hier. Au match aller, Lunin a cassé 5 pressings à lui tout seul. C'est une dinguerie. Je pense qu'on est x2 pour le match d'hier. J'ai l'impression qu'il a passé son temps à voir Haaland, Grealish, Bernardo monter sur lui et le laisser venir. Et il envoie une passe pour les latéraux, pour les milieux de terrain qui explose tout simplement le pressing de Manchester City. Et il stresse pas en fait. Et puis il me semble que déjà il stresse pas. Il a les deux pieds, pied droit, pied gauche. Et puis dernier truc, il me semble que sur le but de Rodrigo, ça part d'un pressing cassé de Lunin. C'est pas Toni Kroos. Justement, mais c'est la phase d'après Toni Kroos. Ok. Donc c'est en fait, il me semble que c'est Kroos, Haaland et Bernardo qui viennent sur lui. Il envoie Mendy, qui envoie à Kama, qui envoie à Kroos. Kroos pour Bellingham qui nous fait un contrôle. Non, Kroos pour Carvajal. Oui, Kroos pour Carvajal, pour Bellingham qui nous fait un contrôle qui, je pense, tombé, frère. va rester dans les mémoires.
On parlera peut-être du après, mais le contrôle vraiment il est hors norme. Et après, voilà, il y a le but qu'on connaît, avec Vinicius qui fait encore une passe décisive, Rodrigo qui est encore décisif dans un match important. Ouais. Mais vraiment, moi je suis très 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 content de Lounine. Je pense qu'il peut s'imposer à terme comme un gardien titulaire au Real Madrid. Peut-être que je m'emballe un petit peu, mais ça fait pas que depuis hier que je le dis. C'est pas vraiment la culture de l'instant qui me fait dire ça. Parce qu'il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est que Thibaut Courtois il avait un des croisés et du ménisque. C'est deux blessures horribles pour un sportif de manière générale. Est-ce qu'il va se remettre de ça? Parce que Thibaut Courtois n'est pas non plus tout jeune, même si Courtois est à son meilleur niveau, le meilleur gardien du monde, c'est une certitude. Après, il a beaucoup de temps Courtois pour revenir là quand même. C'est sûr, mais une blessure comme ça affecte l'organisme. Mentalement, je pense qu'il y aura aussi une appréhension forcément. Ouais, peut-être, ouais. Donc, est-ce que Courtois va revenir à son meilleur niveau? C'est une question. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire confiance à Lounine pour l'intérim. Ouais. Pour ça, il n'y a pas de souci. Pour parler de manière un peu plus générale de la rencontre, comme on a pu le dire en introduction et comme c'est assez évident quand tu regardes le match de plus près, le Real a beaucoup défendu, surtout à partir de la seconde mi-temps, où le Real a très peu vu le ballon. Oui, clairement. Est-ce que tu penses que le fait justement d'avoir aussi peu vu le ballon est un problème, ou finalement t'as la qualif, il n'y a pas de problème avec ça, l'important c'était de se qualifier aujourd'hui à l'Etihad Stadium? Bah, pour moi, en fait, je vais te dire oui et non, mais je vais te dire d'abord oui, pourquoi pour moi c'est un problème. C'est un problème dans le sens où en fait t'as tellement concédé, t'as tellement subi que tu pouvais théoriquement craquer en fait, tu vois. C'est sûr. Et après, il y a le facteur où en fait ton équipe avait un mental de ouf, ils avaient le mindset qu'ils ont les gars, ils ont un orgueil de feu, tu sais, les mecs qui lâchaient rien, et en vrai, c'est ça qui m'a un peu choqué, tu vois. Donc sur ce côté-là, tu vois, moi c'est ça où tu te dis bon, vas-y, ça peut faire peur, tu vois. Mais après de l'autre côté, je te dis non, pourquoi? Parce qu'en fait, tu gagnais 1-0 et tu prends un but très tard. Et en plus, c'est sur une petite erreur de relance de Rudiger en fait, qui glisse et qui n'a pas le réflexe de bien renvoyer le ballon. Mais en soi, tu gagnes 1-0. Donc pour moi, sur ce contexte-là, tu vois, c'est différent aussi, tu vois. Ouais. Puis même pour aller plus loin, City, faut vraiment se dire que à domicile, c'est une équipe qui est très dure à battre. Oui, honnêtement, quand tu vois 6 ans sans perdre le moindre match à l'Etihad en Champions League, c'est pas une stat qui compte pour du beurre. Bah non. Ça veut vraiment dire que c'est dur de gagner là-bas. Liverpool n'a pas réussi, le Real n'a pas réussi, le Bayern n'a pas réussi, le PSG n'a pas réussi, tous les grands d'Europe n'ont pas réussi. Mais qu'est-ce que je disais? C'est bien une équipe qui peut casser cette série-là. C'est Real Madrid. On les a pas battus, on les a éliminés du coup, parce que c'est une séance de tir au but. Mais il n'y a que le Real qui pouvait faire ça. Ouais, c'est sûr. Puis même, honnêtement, je connais pas beaucoup d'équipes qui auraient pu survivre pendant 120 minutes. Non, aucune. Peut-être Arsenal. J'ai envie de dire Arsenal, parce qu'Arsenal, ils ont fait 0-0 pour la Ligue. Mais je suis même pas sûr. J'ai vu le match contre le Bayern qu'ils ont sorti. Oui, non, mais oui. Si là, tu mets Arsenal, là, le match d'hier, tu lui dis, vas-y, je veux que City, ils se font éteindre. Oh, c'est possible. Mais de toute façon, je pense qu'on peut quand même être fier de ce Real, parce que tu l'as très bien dit, mentalement, on avait des guerriers sur le terrain. Alors moi, je vais être honnête, les gars, parce que quand Lucas Vazquez, en plus, il rentre à la place de Vinicius, je me dis comment on va faire. On n'a plus de joueurs devant, parce que Rodrigo était déjà sorti au préalable. Vinicius, qui est entre guillemets notre seul joueur offensif, sort. C'est là que pour prendre la profondeur, c'est fini. Maintenant, on peut plus prendre de profondeur. On n'avait pas le ballon, ça veut dire qu'en gros, c'était vraiment dans ma tête, c'était on fait comme on va au péno. On va au péno. Et puis finalement, Vasquez, il a réussi à casser quelques fois des lignes. Au niveau du pressing, il a fait des sorties de pressing qui étaient là aussi excellentes. Et puis même, genre, il crée quelques occasions. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié le match de Vasquez. Sur les pénaux, il s'est fait plaisir encore. Il a fait 2-3 jongles pour montrer qu'il était brésilien en fait. Mais honnêtement, que dire de Lucas Vazquez? Moi, vraiment, je suis très content de son match. Et puis, faudra en parler plus tard, mais qu'est-ce qui tire dans les pénaux, l'enflure? Ouais, non, mais. Qu'est-ce qui tire dans les pénaltys? On se prenait la tête, là, il n'y a pas si longtemps que ça en space, de savoir qui devait tirer. Bellingham, Vinicius. Faites tirer Vasquez. C'est Vasquez, les gars, c'est bon, arrêtez vos conneries. Mais par contre, c'est là où tu vois, il y a. Moi, c'est là où, tu vois, quand tu regardes le match, on se permet de jouer comme ça parce que forcément, on se bat avec nos armes. Et c'est là où tu dis, il y a un manque de profondeur.
Clairement. Là, le problème qu'on peut clairement, entre guillemets, mettre côté du Real, c'est que on sait que justement, dans le triplé qu'a pu avoir le Real en 2016, 2017 et 2018, la plus grosse force du Real, peut-être, j'ai envie de dire, c'est son mandat remplaçant. Quand tu faisais rentrer des James, des Morata, Asensio. des Kovacic, des Isco, des Asensio, des Lucas Vazquez, des Pepe en défense à la place de Varane, tu te disais, mais cette équipe-là, elle est tellement polyvalente, tellement hybride, que pour la prendre, faut être sacrément solide. Et puis là, c'est vrai qu'on l'a vu hier, tu fais des changements qui sont pas totalement logiques. Les mecs ont apporté parce que c'est des soldats de ouf, mais quand tu vois que tu fais rentrer un Modric qui a 38 ans, qui est très bon, mais pour ces matchs-là, peut-être qu'il manque un poil d'intensité encore, tu fais rentrer un Brahim, c'est excellent, mais en dehors de ça, t'as pas de solution. Bah oui. C'est un match, imagine c'est un match où tu dois marquer, tu n'as pas de solution. T'as que Rosselló, et on sait que Rosselló, techniquement, peut-être qu'il n'a pas le bagage nécessaire justement pour apporter au Real Madrid ce que le Real Madrid a besoin. Donc je pense clairement que là, le gros travail de cet été, déjà, c'est de ne pas perdre de joueurs. Faut qu'on conserve tout l'effectif. Je pense qu'il faut que personne ou très peu de joueurs partent, mais surtout, il faut récupérer des joueurs. On sait que pour le secteur offensif, Mbappé et Endrick sont pressentis fortement. Bah, Enfin, Endrick c'est fait, mais Mbappé est fortement pressenti. Moi, je prendrais encore même un troisième renfort offensif, un ailier droit, ouais. un ailier droit de pur métier, en doublure, juste qui fera justement un travail de percussion, un travail de sape, justement pour les équipes en fin de match. Alphonso Davies. Alphonso Davies, ouais, mais moi je parle du secteur offensif. Ok. Mais voilà, on prend Endrick, on prend Mbappé, on prend un ailier droit. Au milieu de terrain, je pense qu'on n'a pas besoin de toucher particulièrement. Tu gardes Modric? S'il veut rester, je garde Modric, mais il faut lui faire comprendre que niveau temps de jeu, ce sera encore plus bas que cette saison. Ouais. Si on veut un milieu de terrain, peut-être prendre un 6 remplaçant, au cas où Chouameni ait des problèmes. Et en défense, ouais, on prend un latéral gauche, Alphonso Davies, et puis peut-être un défenseur, on sait que Rafa Marin ou Lenny Yoro devrait revenir, ça se joue entre les deux. Mais moi, de ce que je comprends, Lenny Yoro va venir et Rafa Marin Marin aussi. On verra, mais pour moi, il faut au moins un des deux viennent, et puis là, on aura un effectif qui sera vraiment parfait. Mais là, vraiment, le problème qu'on peut un petit peu toucher du doigt, c'est clairement la profondeur de banc, où le Real, parfois, en fin de match, on le voit, manque un petit peu d'effectif, quoi. Ouais, de tranchant. C'est ça. Tu sors Vinicius, tu t'as pas à peu près l'équivalent, tu vois. Il n'y a pas d'alter ego. Quand tu vois l'adversaire sort Grealish, fait rentrer Doku, tu te dis ouais, c'est une dinguerie. Tu fais rentrer Kovacic, ouais. Tu fais rentrer Stone, c'est des joueurs qui sont de haut niveau. Alvarez, bien évidemment. Non, vraiment, c'est des joueurs de très très haut niveau. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu à ce Real-là pour exister encore plus et pour se montrer encore plus intraitable. Moi, je suis d'accord. Pour finir un petit peu sur ce côté global de ce match-là, on va parler un petit peu de Carleto. Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion de Carlo Ancelotti? Tactiquement, il a encore innové un petit peu. On n'en parle pas beaucoup, mais selon moi, c'était un 4-2-3-1 qu'on avait en début de match, avec un Valverde un peu plus haut sur le terrain, en tout cas pour les 15 premières minutes. J'ai trouvé Valverde beaucoup plus haut qu'il n'a pu l'être au match aller. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Carleto? Bah, moi, je pense que, en fait, tactiquement, Carlo, je pense qu'on le respecte pas assez. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas un bon tacticien. Alors, c'est peut-être pas le meilleur. Et c'est surtout que, en fait, sa manière sa manière tactique de faire jouer ses équipes ne nous plaît pas parce qu'en fait, il est un peu à l'ancienne. C'est sûr. Tu vois. C'est moins calculateur qu'un Pep Guardiola, qu'un club, qu'un Xabi Alonso. Mais je trouve qu'en tout cas, sur le plan tactique, là, de ce qu'on a pu voir, en fait, par rapport aux armes qu'il a, parce que je pense que les gens oublient qu'il a il a des armes, mais il a peu de munitions. Voilà. Il a des armes, mais il a peu de munitions. Exactement. Et avec ce qu'il a, il réussit à faire quelque chose de bien. Parce que là, en vrai, il n'y a pas de secret. Le but pour moi, comment j'ai pu voir le match et la tactique, c'est quoi? Le but, c'était de marquer le plus vite possible. C'est ça. Et de cadenasser derrière, et à la rigueur, si on en a une autre, on leur met. Bah, je pense en fait que le projet de jeu, de toute façon, on l'avait dit aussi en space, mais pour moi, la clé du Real hier, c'était de marquer en premier. Bah oui. Pour moi, si tu marquais en premier, t'allais faire douter Manchester City qui n'a pas l'habitude d'être mené chez eux. Donc on a vu une première mi-temps, même après le but, le Real a quand même essayé parfois de menacer Manchester City. Et on avait le ballon. Clairement, moi j'ai des souvenirs de sortie de balle du Real qui dure 3-4 minutes. Ouais, si, effectivement. Où City ne voit pas la balle. Et je n'ai jamais vu City, je regarde la première ligue un petit peu quand même, je n'ai jamais vu City
se faire confisquer le ballon pendant des séquences aussi longues. Ouais, et d'ailleurs, la possession, elle était de combien pour City? À la mi-temps, la possession est de 53-47. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est vraiment très rare que Manchester City soit aussi bas, entre guillemets, en termes de possession. Je pense qu'en deuxième mi-temps, Carlo, il s'est dit, au match aller, on avait mis beaucoup d'intensité en première mi-temps, et on a explosé en deuxième. Je pense... Oui. Voilà. Ouais. Donc je pense que là, Carlo, il a dit, les gars, on va pas faire la même erreur. Là, on va essayer de vous conserver à un niveau physique beaucoup plus frais. Repliez-vous, on va essayer de subir, de leur laisser le ballon, et puis si on peut aller en contre, on les punit. On a eu très peu de situations de contre. Je crois qu'on ne tire pas de la deuxième mi-temps en entier. Non, pas une seule fois. Tir. Mais au niveau de la défense, c'est pareil, on a très très bien géré le coup. J'ai trouvé des joueurs ultra agressifs. On sait que le Real prend 2 buts, entre guillemets, par manque d'agressivité. Enfin, le deuxième et le troisième à l'aller, c'est par manque d'agressivité, on peut se le dire. Là, dès qu'il y a un joueur avec la balle aux 25 mètres, c'était rush à fond. On lui laissait pas une seconde pour frapper. Et c'est pour ça qu'il y a eu très peu de frappes de loin. Et toutes les frappes de loin, elles n'étaient pas dans un confort qu'on a pu avoir à l'aller. Voilà. On se souvient que De Bruyne, il fait 2 frappes dangereuses en première mi-temps. Et à chaque fois, c'est Bellingham, justement, de mémoire, qui arrive et qui va obliger à se dépêcher une microseconde de plus et à être un peu moins dans le confort, et justement, où il doit un peu plus bâcler sa frappe. Et ça laisse du coup plus de facilité à Lunin pour intervenir. Je suis d'accord. Pour conclure, peut-être, sur ce petit débrief-là, je vais nous laisser choisir allez, 2 tops, parce qu'il y en a beaucoup et c'est compliqué de retenir un seul nom, et de dire qu'est-ce qui t'a plu dans la performance. Donc 2 joueurs du Real qui t'ont beaucoup... Enfin, 1 ou 2 joueurs du Real qui t'ont énormément plu sur ce match-là. Je vais en prendre 2. Ok. Putain, j'aimerais... Putain, en fait... 2 c'est dur. 2 c'est dur. Parce qu'en fait... Moi je te propose, on en fait un chacun, comme ça on se le vole pas trop. Ok. Toi commence par un, après je commence par un. Ok. Je vais dire Rudiger. Ok. Rudiger, pourquoi? Parce que il incarne au jour d'aujourd'hui la mentalité du Real Madrid et cette dalle-là, tu vois, qu'on attend de toute l'équipe. La fin. Ouais, la dalle, tu sais, cette arme. On l'a vu gueuler, se truquer, tout ça et tout. Et en fait, je trouve qu'il a très bien retranscrit ça et on avait besoin de ça. Et rappelle-toi ce que je te disais. Et à qui beaucoup de Madridiens je disais, la différence qu'on avait l'année dernière au match retour, c'est qu'on n'avait pas Rudiger. Et je l'ai dit et je l'ai répété, Rudiger, c'est un joueur très spécial. Et big up à mon gars Salim, parce que mon gars Salim, quand c'est un blues, tu vois. Lui, il me disait tout le temps Rudiger. Et Rudiger, je l'ai avoué que l'année dernière, il a vraiment été bon. Et qu'en fait, il a manqué ce mec-là qui t'impose un truc, en fait. C'est ça, plus clairement, en fait, Rudiger, il a quelque chose qui est hors norme, c'est qu'il rentre dans la tête du défenseur. Quand il a un duel, il rentre ici dans la tête de l'attaquant, et après, il ne sort plus. Il reste là, il le colle. Bah, de toute façon, le nombre de photos où Haaland, il a Rudiger qui est à des endroits où tu peux même pas imaginer, tu te dis, mais c'est pas possible. Et il le colle. Et t'as vu la photo du match aller? Chouameni contre Haaland, il fait la même chose, comme ça et tout. Et encore une fois, tu vois, il a transmis ce truc-là. Il instaure un climat d'envie, de guerre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'homme c'est un gros big top pour ce mec-là. Clairement. C'est à mon tour. Alors moi je vais choisir le marathonien parce que en effet on vous a pas dit, c'était le dernier match de football de Fede Valverde. Il s'est mis au triathlon maintenant, donc on va partir sur les Jeux Olympiques 2024. 16,3 km, qu'est-ce que vous voulez dire les gars? C'est n'importe quoi. Il a couru tout le match. Moi Fede Valverde c'est un joueur hors norme, un de mes joueurs préférés. Donc pour moi c'est logique de lui rendre hommage avec ce match là. Clairement. En plus à l'aller il marque ce but qui est ultra importantissime. Donc vraiment Valverde nous fait encore une double confrontation qui est hors norme. Et où justement il montre au Real Madrid que lui c'est un futur capitaine. Et il n'y a pas de débat parce que c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. On repart de ton côté? On repart de mon côté, je suis obligé de le mettre, même si j'aurais pas voulu le mettre là, mais je suis obligé de le mettre quand même par rapport à ce qu'on a vu. C'est Jude Bellingham. Ah, tu me l'as volé. Non, mais j'étais obligé parce que le mec, alors il a pas fait le plus grand match du monde, mais sauf qu'en fait les gens ils sous-estiment vraiment son match dans le sens où en fait ils auraient voulu voir des choses exceptionnelles et tout. Sauf que ce match-là ne te permet pas de t'exprimer comme toi tu veux. Et lui en fait, avec ce qu'il avait, il a su performer, c'est-à-dire sur un plan athlétique, on l'a vu courir de gauche à droite, on l'a vu récupérer des ballons, on l'a vu temporiser
temporisé à des bons moments, là où il fallait. Il éliminait 1 ou 2 joueurs, les mecs ils faisaient faute sur lui, tout ça et tout. C'est-à-dire il faisait traîner un peu le temps, tout ça et tout. C'est tactiquement très intelligent et le contrôle. Mesdames et messieurs, les prises de balles de Jude Bellingham, moi c'est du Zidane, j'ai rien à dire de plus. Carrément, vous savez quoi, regardez. J'enlève mon micro, je le pose et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Mais... Je vous dis au revoir, mesdames et messieurs. Il était exceptionnel. Il a fait déjà le contrôle. C'est un contrôle zidanesque. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Mais c'est péter les plombs. Mais la balle, elle a collé au pied. Et c'est... En fait, le mec, il fait des trucs. Des fois, tu te dis, mais d'où il sort ça? Il a 20 ans. N'importe quoi. Il a 20 ans. Il a... Bah voilà, il est au démarrage du but d'ailleurs. Après, il donne à qui? À Vinicius. À Valverde. À Valverde. Valverde qui donne à Vinicius. Vinicius, bon voilà, on connaît Vinicius et tout. Je trouve vraiment que Bellingham il a été exceptionnel et je trouve qu'on sous-estime réellement le match qu'il a pu faire et que c'est là où tu vois la grande marque des grands joueurs parce qu'au bout d'un moment, même quand tout le monde était fatigué, il disait tout le monde montez. Je me suis fait la marque pendant le match. Ouais. Il a 20 ans. C'est sa première saison au Real Madrid. En quart de finale retour contre Manchester City à l'Etihad Stadium. Tout le monde est cramé, il a couru 15 bornes. Ouais, et il arrive, il vient de prendre tout le monde, allez les gars. Allez, on y va. C'est sensationnel. Vraiment, Jude, je remercie Dortmund de nous l'avoir laissé pour 100 millions d'euros. Ah ouais, franchement, je peux leur redonner encore. Les gars, vous en voulez 300 de plus. Ah, on voulait deux. Il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Ouais. Et pour toi, top. Alors, j'avais prévu Jude Bellingham, mais bon, je pense que c'est important aussi de mentionner Ferland Mendy. Parce qu'on en parle très peu de Ferland Mendy. Et je suis désolé, je le dis, Ferland Mendy est un latéral de très, redis-le une fois, très haut niveau. Ouais. Sur le plan défensif, demandez à Bernardo Silva combien de ballons il a vu, demandez à Bernardo Silva combien de duels il a enclenché, et surtout combien de duels il a gagné. Je pense qu'il n'a pas passé une fois. Non, il n'a pas passé une fois. Ferland Mendy nous fait un match colossal. Même avec le ballon, on sait qu'on peut avoir peur parfois des relances de Ferland Mendy. Il a tout bien fait, ou presque. Vraiment match de taille patron de la part de Ferland Mendy. Et Bernardo Silva, il savait qu'il ne pourrait pas passer, il le contournait. Et puis c'est pas la première fois les gars. Mohamed Salah, il n'était pas passé. Mahrez, il n'était pas passé il y a 2 ans aussi. Quand Ferland Mendy est là, t'avais parlé du fait que Rudiger justement n'était pas là la semaine dernière. Ferland Mendy n'était pas là non plus. Ouais. Et c'est un pilier de la défense. Honnêtement, il est trop dur à passer. Alors oui, offensivement, c'est pas un Alphonso Davies qui pourrait arriver cet été. Mais défensivement, je sais pas si dans le monde il y a un joueur plus solide en tant que latéral gauche. On a retrouvé un Ferland Mendy totalement hors norme. Je suis désolé, mais faut mettre du respect sur ce monsieur-là. Parce que ce qu'il fait au Real Madrid quand il a son top physique, c'est très fort. C'est le meilleur. Sur un plan défensif, tu peux pas faire. Tu peux pas le passer. Tu peux pas. En fait, que ce soit physiquement ou dans la lucidité, parce qu'en fait, je le pensais pas, mais je l'ai vu sur 2 duels particulièrement hier, où il arrive à mettre le pied au bon moment, et pourtant ça va très vite. On sait que les joueurs justement entre guillemets de petite taille ont des conduites de balle très rapides. Exemple Bernardo Silva, etc. Et pourtant, il a réussi à rester très lucide, à mettre le pied au bon moment à chaque fois, faire 0 faute, il me semble, dans le match. Non, il en fait aucune. C'est n'importe quoi, et vraiment, il est trop fort. Je commençais à me poser des questions sur le fait de vouloir le laisser partir ou non. Pour moi, il faut que Florentino Pérez, il appelle Ferland Mendy et lui dise bon, 50 plus. Ah oui, mais tu le gardes et si tu veux, tu le mets avec Alphonso Davies. Oui, clairement. Et voilà. Quand tu as besoin de quelqu'un offensivement, tu mets Alphonso Davies. Quand tu veux quelqu'un défensivement. Les blocs bas, tu mets Alphonso Davies. Les blocs hauts, tu mets Ferland Mendy. Ah oui, frère. Aussi simple que ça. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. En tout cas, un grand merci au Real Madrid de nous avoir pondu ce match. J'ai vécu des émotions extraordinaires hier soir et ça m'a rappelé à quel point le football est un sport merveilleux. Ouais. Merci à Titi également d'avoir participé à cette vidéo. Et les gars, je vous invite évidemment tous à poser votre petit like, à lâcher votre abonnement. C'est le début de la chaîne, donc on a besoin d'un maximum de votre soutien. Merci à tous et à la Madrid. Bonne journée l'équipe. Allez, ciao.